Tu peux sans doute réciter les règles du Fight Club par cœur, mais ce que peu de gens savent, c'est que l'œuvre originale ne se limite pas au roman qui a inspiré le film. Elle s'est aussi prolongée sous forme de saga de comics, avec 2 suites, respectivement composées de 10 et 12 tomes. Et aujourd'hui, on va plonger dans cet univers parce que même si la première règle, c'est de ne pas parler du Fight Club, pour une fois, on va faire une exception et te révéler tout ce qui se passe après la fin du film. Le narrateur souffre d'insomnie chronique, ce qui lui donne une sensation de déconnexion de la réalité, comme s'il vivait dans une copie d'une copie. Pour parvenir à dormir, il assiste à des groupes de soutien pour des maladies graves dont il ne souffre pas, parce qu'il a besoin de ressentir la souffrance des autres pour libérer ses propres émotions refoulées. Là-bas, il trouve du réconfort et parvient à pleurer, ce qui lui permet enfin de dormir profondément en touchant le fond émotionnel. Il y rencontre Bob, un homme atteint d'un cancer des testicules, qui le serre dans ses bras jusqu'à le faire éclater en larmes. Mais cette paix vole en éclats lorsqu'il rencontre Marla Singer. Elle est une touriste de la souffrance, qui fréquente les mêmes groupes que lui sans être malade. Sa présence l'empêche de se libérer émotionnellement, car il sait qu'elle est une imposture, tout comme lui, et cela détruit la catharsis dont il a besoin pour pouvoir dormir. Cette tension le maintient éveillé, au bord de l'effondrement mental, tandis qu'il cherche une échappatoire à son vide existentiel et à la solitude de son existence moderne et consumériste. Lors d'un voyage professionnel, le narrateur rencontre Tyler Durden dans un avion, où ils évoquent un désir nihiliste de mourir dans un accident. Peu après, l'appartement du narrateur explose mystérieusement, détruisant toutes ses possessions matérielles achetées dans des catalogues IKEA. Il réalise alors que ses meubles et sa vie parfaite le possédaient, et non l'inverse, l'enfermant dans une existence sûre mais vide. Sans logement, il appelle Tyler, qui lui propose de s'installer dans une vieille maison délabrée sur Paper Street. En échange, Tyler lui demande une faveur étrange, de le frapper aussi fort que possible. Cet acte de violence mutuelle sur le parking d'un bar marque le début de leur amitié et la naissance de quelque chose de bien plus grand, qui va bouleverser leur vie à jamais, dans leur quête pour se sentir vivants. La cohabitation avec Tyler devient intense et chaotique, tandis qu'ils commencent à fabriquer du savon artisanal en utilisant de la graisse humaine récupérée dans des cliniques de liposuction fréquentées par une clientèle aisée. Tyler apprend au narrateur que c'est en perdant tout qu'on accède à la liberté. Il lui explique qu'il faut accepter la souffrance et toucher le fond. À un moment clé de l'histoire, Tyler embrasse le dos de la main du narrateur et y verse de la soude caustique mélangée à sa salive pour provoquer une brûlure, laissant une cicatrice en forme de lèvre. Un rappel physique que ce n'est qu'en acceptant la souffrance et la mort qu'on peut être libre. La violence entre eux évolue ensuite vers des combats organisés dans le sous-sol d'un bar, où d'autres hommes se joignent à eux pour se battre torse nu et pieds nus. Les combats n'ont aucune limite de temps et ne se terminent que lorsque l'un des participants ne peut plus continuer, et deviennent une véritable soupape de décompression pour des hommes frustrés par la vie moderne. Le Fight Club grandit rapidement et des règles strictes sont mises en place pour préserver l'expérience unique de ses membres. La première et la deuxième règle sont de ne pas parler du Fight Club, afin de préserver l'expérience unique de ses membres. Les participants gardent le silence sur ce qui s'y passe, et les cicatrices sur leur corps deviennent des symboles d'honneur dans un monde où seule l'apparence parfaite comptait auparavant. Le narrateur remarque que ces hommes de bureau, avec le nez cassé et des yeux au beurre noir, deviennent plus confiants au travail après avoir survécu à une douleur réelle. Tyler Durden devient une figure presque mythique, bien que personne ne semble vraiment le connaître, et le narrateur commence à remarquer des trous dans sa mémoire. Il se réveille dans des endroits dont il ne se souvient pas, et la frontière entre l'éveil et le rêve devient de plus en plus floue, alors qu'il perd peu à peu le contrôle de son propre esprit sans comprendre pourquoi. L'organisation évolue ensuite vers le projet Chaos, Project Mayhem, où les membres, appelés singes de l'espace, portent du noir et se rasent la tête pour s'uniformiser. Ils brûlent leurs empreintes digitales avec de la soude pour effacer leur identité individuelle et devenir des pièces interchangeables d'un mécanisme plus vaste. Ils accomplissent des actes de vandalisme et de chaos organisés sans poser de questions, car la règle principale est de ne jamais remettre Tyler en question. Tyler disparaît périodiquement et le narrateur ignore où il se trouve, tandis que les membres continuent de suivre des instructions écrites dont il se souvient les avoir lui-même tapées, sans vraiment les comprendre. Leur objectif semble être de détruire la civilisation moderne pour permettre à la Terre de se remettre des dégâts causés par l'humanité. Ils veulent effacer l'histoire financière
en faisant exploser les tours d'entreprise, abritant les serveurs et les archives des compagnies de cartes de crédit. L'idée est simple. En détruisant les registres de dettes, des millions de personnes seraient libérées de leurs obligations financières et du cycle de consommation qui définit leur existence. Le narrateur voyage alors de ville en ville et partout, il découvre des fight clubs fonctionnant selon les mêmes règles strictes. Tous l'appellent Monsieur Durden et le traitent avec respect, même s'il ne se souvient pas y être déjà allé. Finalement, il découvre l'effroyable vérité lorsqu'un serveur mentionne une tache de naissance sur son pied que seuls lui et Marla connaissent. C'est ainsi qu'il comprend que Tyler Durden n'est pas une personne réelle, mais une personnalité alternative issue de son propre esprit, qui prend le contrôle lorsqu'il dort. Marla Singer confirme que le narrateur et Tyler ne font qu'un, et qu'elle pense que son nom est Tyler, parce que c'est lui qui l'a sauvé pendant qu'il dormait. Cette révélation le dévaste, car cela signifie qu'il est responsable de toute la violence et du chaos du projet Mayhem, sans en avoir eu conscience. Le narrateur tente alors de mettre fin au projet Chaos, mais les membres refusent de lui obéir, car ils le voient comme Tyler et pensent qu'il met leur loyauté à l'épreuve. Il est expulsé du Fight Club principal et comprend que la seule façon d'arrêter Tyler est de l'éliminer dans son propre esprit. Il se retrouve sur le toit de l'immeuble Parker Morris, un pistolet dans la bouche, tandis que le bâtiment est rempli d'explosifs prêts à faire s'effondrer l'immeuble ainsi que les musées voisins. Marla arrive, accompagnée des membres des groupes de soutien, pour tenter de le sauver. Ce sont les seuls à réellement se soucier de lui. Le narrateur se souvient alors que Tyler a mélangé les explosifs avec de la paraffine, une cire courante dont il avait lui-même admis l'inefficacité. Cela signifie que la démolition pourrait échouer. Mais il doit agir vite avant l'arrivée des hélicoptères de police. Marla lui crie qu'elle tient à lui et non à Tyler, et qu'elle connaît la vérité sur leur identité. À cet instant, le narrateur comprend que même si les bombes échouent, Tyler continuera d'exister dans son esprit et de causer des dégâts. La seule façon de l'arrêter définitivement est de se tirer dessus, puisqu'ils partagent le même corps. Avec cette certitude et le bruit des hélicoptères qui se rapprochent, il prend sa décision. Au dernier moment, le narrateur appuie sur la détente. La balle traverse sa joue et ressort de l'autre côté sans le tuer complètement. Tyler disparaît instantanément, car il ne peut exister si le narrateur est gravement blessé ou meurt, étant donné qu'ils partagent le même corps. Le narrateur survit et se réveille dans un hôpital psychiatrique, où il pense d'abord être au paradis, tant la paix qu'il ressent est intense. Les membres du projet Chaos viennent lui rendre visite, déguisés en personnel médical, et lui disent qu'il leur manque et que le plan continue sans lui. Les immeubles des compagnies de cartes de crédit commencent à s'effondrer à l'extérieur, tandis qu'il observe la scène, impuissant, depuis la fenêtre. Le narrateur comprend alors qu'il ne peut plus arrêter ce qu'il a déclenché, car l'idée est devenue plus puissante que l'individu. L'histoire se termine alors qu'il accepte son destin, alors que le monde s'écroule autour de lui, conformément au plan de son autre personnalité cachée. 10 ans après les événements de l'histoire originale, le narrateur, qui se fait désormais appeler Sebastian, mène une vie de banlieue stable mais vide, où il occupe un poste insignifiant pour le sous-traitant militaire Reese or Die. Sa femme, Marla Singer, s'est lassée de la routine domestique et a repris son ancien passe-temps, infiltrer des groupes de soutien pour se sentir vivante. Dans un tournant décisif, Marla décide de remplacer les médicaments psychiatriques de son mari par des placebos, non seulement pour libérer Tyler Durden, mais aussi pour vivre elle-même une aventure avec l'alter ego de son époux. Mais Tyler a des projets bien plus vastes et destructeurs qu'une simple liaison. La tranquillité vole en éclats lorsque la maison familiale est incendiée. Sébastien se brûle la paume de la main, laissant une cicatrice caractéristique. Parmi les décombres, on découvre un corps calciné qui semble d'abord être celui de Junior, le fils du couple, désormais porté disparu. Les enquêtes menées par des experts en assurance révèlent ensuite que le cadavre appartient en réalité à un inconnu, une nouvelle recrue du projet Chaos qui a échangé sa vie contre le financement de ses études universitaires. Cette découverte pousse Sebastian à soupçonner que l'influence de Tyler remonte bien plus loin qu'il ne l'imaginait. Il commence à douter de son propre passé familial, notamment après avoir appris que son assurance vie a financé ses études suite à la mort de ses parents dans un incendie suspect. Le docteur Wrong révèle qu'il a manipulé le traitement de Sebastian pendant des années, tandis que Tyler en a profité pour étendre le projet Chaos sous le nom de Reese or Die, un réseau paramilitaire mondial. Son plan est simple, éliminer les dirigeants mondiaux
afin de faire s'effondrer le système et de bâtir un nouvel ordre à partir des cendres. Tyler voit en Junior l'héritier idéal pour diriger cette ère d'anarchie, mais Sebastian refuse de livrer son fils. Malgré sa lutte intérieure, Tyler parvient à reprendre le contrôle du corps de Sebastian, l'utilisant comme instrument pour imposer sa volonté à ses adeptes, qui le vénèrent comme une figure divine. Pendant ce temps, après une tentative d'agression de Tyler, Marla part à la recherche de Junior et découvre toute une série de groupes dérivés du Fight Club, dédiés à des activités comme la couture, l'écriture créative ou encore le cinéma. Elle va même jusqu'à rendre visite à l'auteur et lui demande « Où est Junior ?» Palahniuk lui remet alors un mot avec ses coordonnées et lui dit « Appelle-moi si l'intrigue s'essouffle ». Marla s'allie à Chloé, une femme qui affirme souffrir de progéria, qu'elle a rencontrée dans un groupe de soutien. Ensemble, elles parviennent à obtenir le financement de la fondation Magic Wand pour mener des opérations visant à éliminer des dirigeants corrompus dans des zones de conflit. Cette mission conduit Marla au Moyen-Orient, où elle découvre que le projet Chaos est lié à des groupes extrémistes comme l'État islamique. La révélation est troublante. Tyler ne cherche pas seulement le chaos, il orchestre un réseau mondial d'instabilité pour faire s'effondrer l'ordre établi de l'intérieur. Ce qui semblait être un combat personnel se transforme alors en conspiration internationale. Sebastian est rejeté des combats du club, jugé trop vieux, mais la situation change lorsqu'il est défié par Angel Face, un membre originel dont le visage a été ravagé par 10 années de combats incessants. Sebastian parvient à le vaincre, mais Tyler reprend immédiatement le contrôle, car Angel Face a enfreint une règle interdisant de frapper Tyler au visage. Craignant que Sebastian ne découvre la vérité trop rapidement, Tyler l'emmène dans un manoir rempli d'œuvres d'art volées, puis l'envoie dans un musée pour une mission sanglante dont il ne devrait pas revenir vivant. Des membres du projet Chaos, saturés d'anticoagulants, s'ouvrent les artères pour asperger les œuvres de leur propre sang et détruisent ainsi la culture établie, tandis que Marla et sa partenaire affrontent des mercenaires féminins et semblent mourir lors d'une attaque orchestrée par la corporation. Sebastian survit à cette mission brutale et fait ensuite une rencontre inexplicable avec son fils Junior, dans ce qui ressemble à un rêve au réalisme troublant. Pendant ce temps, Marla rassemble un groupe hétéroclite de personnes malades pour retrouver son fils et lance un assaut contre la forteresse où il est retenu. Pour survivre, Sebastian doit se faire passer pour Tyler et atteindre le refuge après avoir été guidé par le docteur Wrong. Lorsqu'il apprend que sa femme serait morte, il est anéanti, mais Tyler insiste sur le fait que le docteur Wrong est le véritable cerveau cherchant à dominer le monde, ce qui crée un conflit de loyauté qui laisse Sebastian sans personne en qui il peut réellement avoir confiance. Tyler entraîne Sebastian dans un voyage à travers le monde des rêves pour lui expliquer l'histoire de l'humanité et le futur que Rhys or Die lui a réservé. On découvre que Sebastian n'est que le dernier d'une longue lignée d'hommes dont la vie a été manipulée et détruite par Tyler, qui se propage comme un virus mental transmis de génération en génération. Maintenant que Junior porte Tyler en lui, cet alter ego n'a plus besoin de Sebastian comme hôte. Les partisans de Tyler rassemblent les trésors du monde entier avant de déclencher l'Armageddon, aussi appelé le Tranquility Gambit, forçant Sebastian à affronter son propre fils, tandis que lui et Marla ravivent leur amour au cœur du chaos. Une fois la famille réunie, ils trouvent refuge dans une immense caverne de sel pendant que des bombes ravagent la surface de la Terre. La situation semble désespérée pour tous, coincés sous terre, sans issue apparente. Cependant, le récit est brusquement interrompu par une mise en abîme. Chuck Palahniuk lui-même apparaît, en train de diriger l'histoire avec des amis expertes en écriture qui désapprouvent la fin nihiliste initiale. Palahniuk révèle alors le véritable dénouement. Il n'y a jamais eu d'holocauste nucléaire, car les bombes étaient factices, achetées sur Amazon et utilisées pour ensevelir tout le monde dans le bunker afin de stopper Tyler. Mais une foule de fans mécontents se présente chez lui, insatisfaite de cette conclusion. Certains fans, qui ont vu le film mais n'ont pas lu le livre, s'identifient de manière superficielle à Tyler et décident d'écrire leur propre fin. Ils vont jusqu'à ressusciter Robert Paulson, aussi connu sous le nom de Bob, un membre du projet Chaos décédé, dont le nom était devenu un mantra, et vont jusqu'à sauver tout le monde du bunker. Ensuite, Palahniuk et Tyler marchent sur une plage où l'auteur évoque une suite possible dans laquelle Marla serait enceinte, non pas de Sebastian, mais de Tyler, et subirait un avortement. Tyler lui demande si cela est déjà écrit. Lorsque l'auteur répond que non, il lui tire une balle dans la tête et proclame avec joie qu'il fera un bon père.
L'histoire commence en nous présentant le narrateur original, qui se fait désormais appeler Balthazar. Il vit dans la décadence, avec Marla Singer et leur fils Junior, dans un motel délabré. Balthazar est au chômage, quémandant du travail auprès de recruteurs qui le rejettent systématiquement, tandis que Marla est enceinte. Une figure mystérieuse apparaît, portant un cadre semblable à ceux utilisés pour encadrer des œuvres d'art, mais doté de pouvoirs étranges. Par exemple, Junior voit cette personne ramener un chien à la vie grâce à ce cadre. Balthazar entame une relation intime avec Stephanie Flynn, une femme travaillant pour une organisation appelée Die of Endeavors. La tension monte avec la réapparition de Tyler Durden. Junior est témoin de la manière dont la figure mystérieuse fait passer des gens à travers le cadre, comme s'il s'agissait d'un portail, et les oblige à laisser leurs chaussures et leur téléphone dans la salle du musée avant de traverser. Un jeune homme nommé Owen tire une balle dans la tête de cette figure et la tue. Puis, en regardant à travers le portail, il découvre avec horreur que toutes les personnes qui l'ont franchi sont enchaînées comme des esclaves dans une autre dimension. Stephanie Flynn informe Balthazar qu'il est infecté et lui remet une carte de Die of Endeavors. Elle lui explique qu'il doit recruter 1 million de personnes et que, pour être reconnu par les autres recruteurs, il doit se tatouer un cœur noir sur le cou. Le cauchemar s'intensifie lorsque Owen et un ami traversent le portail. L'ami s'attache avec une corde pour ne pas se perdre dans l'autre dimension, mais ils sont tous deux capturés par des soldats et emmenés dans un camp de concentration où ils travaillent à fabriquer des armes aux côtés de prisonniers provenant de différentes époques. Owen est stupéfait de voir que son ami est libéré après avoir montré à un garde un tatouage sur la poitrine portant l'inscription « Les idées nous élèvent ». Pendant ce temps, au motel, un voisin âgé, qui s'avère être un recruteur portant un tatouage en forme de cœur, enferme Junior dans une pièce. L'enfant rentre chez lui en état de choc, les yeux remplis de larmes, incapable d'expliquer où il était. La famille commence alors à faire ses bagages pour déménager. Désormais couvert par une assurance maladie fournie par l'organisation, Balthazar se rend chez le médecin pour se faire examiner en raison de l'infection. Bien que le médecin lui affirme qu'il va bien, Balthazar, paranoïaque, exige un second avis. Au bureau, Balthazar dénonce le fait que l'infection est un mensonge destiné à atteindre des quotas de recrutement et que les recruteurs utilisent des relations intimes pour assurer l'adhésion des gens. Mais la réalité est plus sombre. Ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs sont exécutés par des gardes armés de l'entreprise. La violence envahit leur foyer lorsqu'un employé de la compagnie de câbles, portant lui aussi un tatouage en forme de cœur, séduit Marla. Junior les surprend et appelle Balthazar. À son arrivée, furieux, Balthazar se transforme en Tyler Durden et affronte l'homme et crie qu'il met en danger son enfant à naître. Tyler ordonne alors à Junior de dessiner un cœur sur le cou de sa mère. Marla, prise dans cette dynamique, suggère que rien de tout cela n'arriverait si Balthazar mettait un peu plus de passion dans leur relation. La nouvelle se répand selon laquelle Reese or Die a été définitivement éliminé. Balthazar se fait tatouer un cœur sur le cou et retourne dans les groupes de soutien à la recherche de Tyler. Mais on le reconnaît comme un menteur et un vampire émotionnel. Finalement, il retrouve Tyler dans l'ancienne maison qui servait de base au projet Chaos. Tyler lui explique que The of Endeavors est né après le démantèlement de Reese or Die. Les Space Monkeys sont devenus des cobayes pour des expériences biologiques, et Tyler lui-même a été expulsé de l'organisation. Il lui assure qu'il n'est pas son ennemi, et Balthazar le croit. La situation devient critique lorsqu'un recruteur tente d'abuser de Marla, insinuant que sa grossesse n'est pas un obstacle à ses intentions. Marla le poignarde. Balthazar arrive, affirme qu'il va appeler la police, mais ils finissent par démembrer l'agresseur et placer son corps dans des cartons de déménagement. Marla tente de rassurer Balthazar, lui assurant que le bébé est fort, presque invulnérable. Elle lui révèle qu'elle a essayé d'interrompre sa grossesse par des méthodes artisanales et en clinique, sans succès. Désormais infectée et abattue, doutant de pouvoir recruter 1 million de personnes, elle demande à Balthazar de recruter autant de femmes que possible. Submergé, il s'adresse à sa conscience, un pingouin, qui lui affirme que Tyler s'en chargera. Stephanie Flynn, agacée par le manque de résultats de Balthazar, le capture et le force à subir des opérations de chirurgie esthétique et le transforme en une version déformée de Tyler. Avec cette nouvelle apparence, il se rend dans une église pour recruter, mais se bat avec Tyler sur le parking. Le prêtre, pensant qu'il est possédé, appelle la congrégation pour pratiquer un exorcisme. Au milieu de la foule, Tyler lui demande de libérer son fluide vital comme méthode pour unir et recruter les gens. Parallèlement,
Marla partage un moment d'intimité avec Chloé, qui prétend souffrir de progéria, à l'hôpital où elle se porte volontaire pour être recrutée. Depuis l'hôpital, elles se rendent dans un club pour adultes où Tyler et Balthazar se retrouvent également. Le voisin âgé et Junior sont emmenés par les soldats de Die-Off vers le portail, mais Junior parvient à s'échapper et tente de joindre ses parents, occupés dans le club pour adultes. Chloé fait un spectacle de pole dance, séduisant un grand nombre d'hommes, ce qui fait exploser les chiffres de recrutement de Marla. Marla retrouve Balthazar, qu'elle prend pour Tyler. À ce moment-là, elle lui avoue qu'elle aime Balthazar et n'a jamais aimé Tyler. Là, dans le club, elle perd les os et des secouristes l'assistent pour l'accouchement au milieu d'une foule de corps nus. On apprend ensuite que Tyler a eu une relation avec la mère de Marla. Les gardes de Die-Off recherchent Stephanie Flynn, car il ne reste que 6 minutes avant l'échéance d'1 an depuis son infection. Elle pense être en sécurité après avoir recruté plus d'1 million de personnes, mais les soldats lui expliquent qu'il s'agit d'une maladie hémorragique incurable. La seule option est de passer par le portail où la mort n'existe pas. Elle proteste, commence à vomir du sang et meurt d'hémorragie. Marla donne naissance à une fille, et Tyler est enregistré comme le père biologique. L'épidémie se propage et la ville se remplit de cadavres exsangues. Chloé est emmenée par les gardes vers l'endroit où la mort n'existe pas. Son corps âgé et décrépit devient jeune et attirant. Dans le dénouement, Marla supplie Tyler de la frapper de toutes ses forces, car elle a besoin de le haïr. Il refuse, mais elle le provoque jusqu'à ce qu'il lui donne une gifle violente, laissant une marque identique à la brûlure que son mari s'était infligée lors de l'incendie de la maison. Elle comprend alors qu'il s'agit en réalité de Balthazar. Des gardes viennent les chercher et les braquent avec des armes et les emmènent à l'endroit où la mort n'existe pas. Là, ils retrouvent Chloé, et Marla est réunie avec son père, mort lorsqu'elle était enfant. Finalement, on voit Marla et Balthazar enchaînés, en train de fabriquer des armes. Junior reste seul dans le monde réel, et le bébé est donné en adoption, comme Tyler l'avait prévu, avant de conclure. On se revoit dans 13 ans, bébé. Dis-moi en commentaire quelle autre série ou quel autre film tu aimerais voir avec sa véritable fin. Et n'oublie pas, si tu aimes nos vidéos, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un like et de t'abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.